J'avais écrit dans La Coureuse des Vents la première fois la civilisation musulmane tout court. Et puis, vous savez, n'importe quel livre, il passe par un service de révision et de correction plusieurs fois. Et à la recherche du concept, on me revient, moi je le savais, mais je voulais juste... Et on me dit non. Le concept, c'est arabo-musulman. Concept arabo-musulman, pourquoi? Parce que l'outil d'expression premier de cette civilisation, c'est la langue arabe. Et musulmane, parce qu'elle est née, elle a germé dans un espace dit d'islam, donc la civilisation arabo-musulmane. Ça ne nie aucunement l'idée, le fait que les plus grands penseurs de cette civilisation viennent de notre culture. On connaît l'éminent, le premier sociologue de l'histoire, Ibn Khaldoun, on connaît Saladin, le grand militaire humaniste qui est enfin humaniste, je le juge par rapport, à partir de l'idée d'aujourd'hui. On connaît la plupart, Avicenne, Averroès, etc. Tous ces penseurs, la plupart n'étaient pas arabes, entre parenthèses. Parce que arabe, ça veut dire un espace bien défini, etc. Mais était arabophone. Mais on dit toujours la civilisation arabo-musulmane. Le roman, il revendique toute cette civilisation. Il dit ceci. Il dit que l'Alhambra, l'un des plus grands joyaux architecturaux de l'Andalousie, est l'un des premiers bâtiments les plus illogiques de l'histoire. On l'appelait le bâtiment illogique parce qu'on disait que c'est un bâtiment qui parle. Quand tu vas à l'Alhambra, il y a sur tous les murs des poèmes où on dirait c'est l'Alhambra qui parle, c'est le Qasr al-Hamra, c'est l'Alhambra qui parle. J'ai cité un poème dans le roman. Et puis je parle de l'histoire du roman, elle est traversée par quelque chose à mi-chemin entre le mythe et le réel. C'est le conteur d'El Andalus. Le conteur d'El Andalus, c'est un poète musicien qui est un rescapé d'un village de musiciens qui a été décimé par la théocratie. Ils ont été tellement décimés, il en restait quelques-uns parmi les trois, parmi ceux qui restaient, il y en avait trois. Le conteur d'Al-Andalus, un musulman, il y avait un juif, il y avait un chrétien. Et je raconte comment ils ont été chassés par l'Inquisition d'Espagne. Ils ont été chassés, et on dit, historiquement parlant, quand ils ont été chassés, ils sont rentrés en Afrique du Nord, la plupart du moins, avec des clés de leur maison, dans l'idée de retourner un jour en Andalousie. Donc ils ont vécu de génération en génération avec l'idée de retourner dans leur terre. Mais aussi c'est un sujet que j'ai utilisé pour rappeler quelque chose, pour faire allusion à l'idée du mythe, par exemple, de la terre promise. Le mythe de la terre promise, de la question israélo-palestinienne. Il y a, c'est-à-dire, je pose la question, j'y réponds pas, il y a du mythe, il y a de l'histoire. Le mythe n'est pas l'histoire. Maintenant, les gens qui ont été chassés d'Andalousie, qui vivaient avec la blessure et avec l'espoir de retourner un jour, si tu vois par exemple un documentaire de Mahmoud Darwish, il a été autorisé 3 jours pour retourner sur sa terre natale, tu vas avoir des larmes aux yeux, parce qu'il a vécu toute sa vie avec la blessure d'un mur insurmontable, ne serait-ce qu'un mur imaginaire, parce qu'il voyait sa terre dont il a été spolié, mais il ne peut pas y retourner. Bref, grosso modo, donc c'est une histoire où les gens essayent de vivre malgré l'imposition religieuse, malgré la théocratie. Tu fermes, l'être humain est ainsi fait, tu lui fermes l'extériorité, il va te créer une intériorité d'une incroyable richesse. Donc les maisons, ils deviennent des trésors, ils deviennent des cavernes d'Ali Baba. Il y a des conteurs qui se racontent des histoires clandestinement parce qu'ils ont été interdites.
il y a des musiciens qui cachent, j'ai inventé un personnage que j'ai appelé un petit peu comme Noé, mais c'est un Noé de la musique. Son travail, il s'est installé après sa retraite dans une lointaine montagne, et il ramassait tous les genres musicaux, et puis tous les genres musicaux possibles, parce qu'il savait que les dictateurs, généralement, dès qu'ils brûlent des livres, la première chose que font les dictatures, se débarrasser du danger. Et parmi les choses les plus dangereuses, tout ce qui est art, tout ce qui est pensée. Donc on brûle le livre, on brûle la musique, on brûle, etc. Et donc lui, c'est un Noé, sauveur des genres musicaux un petit peu, parce que quand l'organisation des gens pour destituer un petit peu ce pouvoir tyrannique, on va faire des appels à la musique, des appels à l'art, à la littérature, etc. Est-ce que j'ai... Oui, merci Lounès. Justement, tu parlais beaucoup du mythe. J'aimerais que tu me donnes une petite définition simple. Qu'est-ce que tu appelles le mythe? Ça c'est une question que j'ai posée moi-même. À plusieurs dictionnaires. Et parmi le... Et puis il est très présent dans ton roman comme réplique pour contrepoids. L'organisation de la résistance. Oui. C'est vrai que c'est un... Et te connaissant, c'est une question délibérée. Oui, c'est une question incroyablement complexe, mais en même temps, le mythe est très très développé généralement dans des sociétés qui ont la mémoire fondée essentiellement sur l'oralité. Notamment, si on parle en ce qui me concerne, par exemple, les Berbères, les Africains en général, les peuples autochtones, par exemple, des Amériques, les minorités, parce que la mémoire, il devient comme des archives. Il devient, avec l'interdiction, même la démocratie est une forme de la démocratie, comme disait Gaston Mirand, est le rouleau compresseur de la majorité. La démocratie, au nom de la loi, on t'enlève des droits sans que tu le sentes, parce qu'on te dit, oui, c'est la majorité, ceci, etc. Une réponse bien simple, parce que j'ai posé moi-même, ça fait quelques années, cette question, et j'ai trouvé une réponse de l'un des plus grands anthropologues, justement, Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, l'un des plus grands anthropologues de l'histoire, qui est un petit peu le fondateur, on va dire, le fondateur final du structuralisme. Le journaliste lui pose la question, qu'est-ce que pour toi un mythe? Il dit, un mythe, c'est comme, par exemple, une histoire très ancienne, qui justifie quelque chose qui est réel, qui se passe aujourd'hui. Il dit, par exemple, lui, pour avoir effectué des études pendant pendant de nombreuses années, chez des peuples autochtones en Amazonie, il a étudié donc le mythe. Le mythe, il a une fonction sociale très puissante. Il dit, par exemple, pour le mariage chez certains peuples autochtones, j'espère que je reformule sa réponse assez fidèlement, parce que je ne me rappelle pas exactement, il dit, par exemple, le soleil, si je me souviens bien, ne doit pas être trop proche de nous. Le soleil se situe à la distance idéale pour qu'il ne nous brûle pas, mais aussi pour que nous